Patrice. Bonjour Marie. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour réaliser cette vidéo qui se veut être la première d'une série autour de l'astrologie sidérale. J'aurai l'occasion par la suite de recevoir d'autres intervenants, mais j'ai souhaité démarrer avec vous car finalement, il y a 2 ans, c'est grâce à vous que j'ai découvert le zodiaque sidéral et réalisé qu'en faisant de l'astrologie tropicale, je ne faisais pas de l'astrologie, mais de la saisonnologie. C'est ce que vous allez nous expliquer tout au long de cet entretien, qui me tient beaucoup à cœur, car cette découverte a non seulement révolutionné ma pratique de l'astrologie, mais surtout la compréhension de mon thème qui, d'un seul coup, a pris un sens beaucoup plus cohérent avec mon vécu. J'aime à dire que l'astrologie sidérale m'a sidérée par sa pertinence et qu'il est temps de sortir des abus de langage que l'on retrouve malheureusement un peu partout dans notre culture d'aujourd'hui. Avec vous, Patrice, nous allons entrer dans l'histoire secrète de l'astrologie que vous révélez à travers vos 3 ouvrages que vous allez nous présenter. Mais avant, je vais vous laisser dire quelques mots sur votre parcours, car si j'ai bien compris, votre intérêt pour l'astrologie est arrivé progressivement et un peu par hasard. À la base, vous avez une formation en géographie humaine et en géopolitique. Alors, comment tout cela est-il arrivé? Eh bien, je me passionne un peu pour tout. Voilà. Donc, ce qui m'intéresse également, c'est au départ, c'était l'astronomie. Voilà. Donc, les questions relatives aussi à l'ufologie. Et évidemment, la combinaison des deux fait qu'on a envie d'observer le ciel. Donc, dès le milieu des années 90, j'ai investi dans une lunette astronomique, donc pour observer les différents phénomènes célestes d'actualité. Donc en l'occurrence les comètes là, qui passaient à cette époque. Donc on avait Albob, Hyakutake, donc c'était très motivant. Et de plus, l'intérêt pour l'ufologie me conduisait à vouloir observer régulièrement le ciel. Et donc, ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, donc à partir de 96, 1996, je me suis abonné donc à la revue Science et Avenir. Et à la fin de Science et Avenir, vous aviez le ciel du mois. Et donc, le ciel astronomique qui permettait justement de savoir où se trouvaient les différents astres dans le ciel afin de pouvoir les localiser et pouvoir les observer. Et donc quelques mois plus tard, donc en mai 1997, mai-juin 97, je me suis rendu chez mon bouquiniste, on va dire traditionnel, et je cherchais encore une fois des ouvrages d'ufologie et malencontreusement des ouvrages relatifs aux différentes mancies, chirologie, magnétisme, etc., se trouvaient sur la même étagère. Et j'ai dit, tiens, on va un peu changer de lecture et puis on va lire un peu tout ça pour se détendre, voilà. Et donc, je me suis intéressé à la chirologie et j'ai vérifié apparemment que ça fonctionnait pour l'avoir testé sur différentes personnes. Et donc, j'ai voulu à chaque fois en m'intéressant aux différentes mancies, vérifier si elles disaient la vérité. Et évidemment, comme rien n'arrive au hasard, donc en octobre, à la fin octobre 1997, je cherchais un ouvrage relatif aux questions géopolitiques dans la bibliothèque de mes parents, et tout en bas, je découvre un livre d'astrologie. Donc, comment construire son thème astral, etc. Et il y avait justement, à la fin de cet ouvrage, des éphémérides qui permettaient de monter soi-même son thème astral avec les différentes positions planétaires. Et donc, au bout de 2 heures, j'avais réussi à réaliser ma carte du ciel, le calcul de l'ascendant, les différentes positions des planètes, de la Lune, etc. Et donc, en regardant les éphémérides de transit, donc c'est-à-dire des positions astrales du moment, j'ai constaté qu'elles ne coïncidaient pas, pardon, avec les positions astrales que l'on pouvait voir illustrées dans le magazine Science et Avenir. Donc là, je me suis posé la question de savoir qui disait la vérité.
Parce qu'on avait à la fois dans les éphémérides astrologiques des données chiffrées qu'on n'avait pas dans Sciences et Avenir. Donc, au départ, je me suis dit, bon, les données chiffrées doivent avoir évidemment autorité sur le reste. Donc, je pensais que les positions astrales indiquées dans les éphémérides étaient les bonnes. Alors qu'en réalité, elles étaient totalement fausses, puisque par la suite, au bout de plusieurs années, j'allais comprendre que il s'agissait d'un calcul déterminé à partir du point vernal de l'hémisphère nord. Ça, on verra après quand on continuera notre cheminement. Et donc, je voyais bien, donc au niveau des retours planétaires, donc des transits planétaires, que les astres Vénus et Mars, quand ils revenaient sur ma Mars ou ma Vénus natale, avaient un impact sur les événements vécus. Donc je voyais qu'il y avait quand même quelque chose, que c'était pas déterminé au hasard, donc ça avait un impact sur la vie affective. Donc, à partir de là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser encore plus à l'astrologie parce que j'ai dit il y a quand même quelque chose à creuser, donc rien n'est dû au hasard. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je continuais mes lectures par rapport aux ouvrages astrologiques, hein, donc j'ai varié différents auteurs, et il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas au niveau des portraits. Donc, par exemple, je découvrais dans certains ouvrages que Louis XIV, le roi Soleil, était né sous le signe de la Vierge. Donc, c'était assez étrange. Hitler était né sous le signe de l'amour, le signe de l'art, etc., et non de la guerre. Bon, pareil, on voyait que les auteurs cherchaient des biais de comment de confirmation ou d'explication pour pouvoir justement faire correspondre le natif à la description du signe. Donc ils allaient jusqu'à parfois déformer en fait la nature du signe en disant voilà le taureau c'est la rigueur voilà etc. Alors que en fait oui la rigueur mais ça n'a rien à voir avec un signe martial guerrier. Donc ça correspondait pas trop parce que la maîtrise du signe traditionnel, c'est Vénus. Et donc c'est l'amour, c'est les arts. Donc on peut être déterminé dans un domaine, mais certainement pas, en tout cas statistiquement, dans le domaine militaire et guerrier en général. Donc ça correspondait pas. Ça correspondait pas. Il a fallu que je tombe début octobre 1999 dans une boutique de livres qui était justement qui était en stock en surplus et qui n'était pas vendu. Voilà, donc je suis tombé comment sur un livre déstocké qui avait été écrit par Jacques Dorsan et qui s'intitulait Retour au zodiaque des étoiles. Et là, tout s'est éclairé. J'ai tout de suite compris ce fameux décalage. Voilà, donc entre à la fois les descriptions et aussi ce que l'on déterminait au niveau des éphémérides et ce que l'on voyait dans la réalité céleste, qui ne correspondait absolument pas aux positions des éphémérides astrologiques. Voilà. Donc j'avais enfin l'explication pourquoi en 98 Jupiter annonçait comment en, en Verseau, donc par Sciences et Avenir, se trouvait en Poisson dans les éphémérides. Voilà. Donc il y avait quelque chose qui n'allait pas dans les Voilà, éphémérides dites astrologiques. Voilà, donc pourquoi? Donc dans l'ouvrage de Jacques Dorsan, il n'y a pas l'explication de l'origine du décalage. Voilà. Donc ça, il a fallu que je le découvre par moi-même. Voilà. Jacques Dorsan a juste dit, voilà, il existe une différence comment entre le zodiaque des étoiles, donc le zodiaque réel, des constellations, des signes, et comment le zodiaque dit des saisons. Et qu'il fallait retourner au zodiaque stellaire pour retrouver la cohérence en fait des descriptifs et les nativités.
Ok. Alors, peut-être qu'il serait intéressant ici de dire que finalement, il existe un petit peu trois formes de zodiaque. C'est-à-dire qu'il y a enfin, d'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça le zodiaque astronomique, qui est vraiment l'état des constellations dans le ciel et la position exacte des planètes. Et ensuite, donc, il y a un zodiaque sidéral qui est le zodiaque des étoiles, et un zodiaque tropical, qui lui est un zodiaque des saisons, qui est essentiellement axé sur les rapports entre la Lune et le Soleil. Alors, bon, on va voir un petit peu plus en détail par la suite hein, comment ça Alors fonctionne. pas que, pas que. Oui, Oui, voilà. Donc pareil, enfin, on en parlera après. C'est par rapport justement aux descriptifs qui ont été réalisés par rapport à chaque signe. Voilà, donc on trouvait des biais saisonniers, météorologiques pour expliquer les maîtrises voilà, de chaque signe et les exaltations également. Enfin bon, c'est alors que qu'il n'en était rien. Alors quand je me suis intéressé à la question, donc il a fallu que j'attende quand même plusieurs années hein, pour trouver l'explication, savoir pourquoi il y a eu ce décalage. Donc Jacques Dorsan parlait de Ptolémée. Voilà, donc ça c'était l'explication première de Ptolémée. Sauf que les contemporains de Ptolémée utilisaient le zodiaque sidéral. Voilà. Donc à l'époque de Ptolémée, en fait, les deux zodiaques se chevauchaient à peu près. oui. Pour préciser, c'est que en fait, le zodiaque utilisé à l'origine était le zodiaque sidéral, en fait. Tout à C'est-à-dire fait, que tout à le fait. zodiaque Oui, oui. tropical est arrivé de façon beaucoup plus récente, et c'est ça que vous expliquez en fait dans vos ouvrages. Exactement. Mais à la base, c'était le zodiaque sidéral, qui est donc un zodiaque fondé sur enfin, la position des étoiles et des planètes dans le ciel, ce qui n'est plus le cas du zodiaque tropical. Tout à fait. Tout à fait. Tous les descriptifs, en fait, astrologiques dont nous avons hérité, les principes proviennent, en fait, des interprétations astrales sumériennes, akkadiennes, babyloniennes, assyriennes et chaldéennes. Donc, c'est un héritage très ancien, hein, donc d'époque antique, qui se basait sur les étoiles uniquement. Il ne s'est jamais basé sur les saisons de l'hémisphère nord. Et aussi, c'est ça que je trouve très très intéressant, parce que finalement, quand on observe les étoiles, c'est la nuit, et en fait, les toutes premières astrologies étaient fondées sur la Lune, c'est le cycle de la Lune, et pas du tout sur le Soleil. Ça, c'est arrivé beaucoup beaucoup plus tard, et au départ, c'était vraiment la Lune qui était au centre. Tout à fait, Mm. tout à fait. C'est-à-dire que même on retrouve des témoignages, par exemple, de Cicéron qui expliquait que les astrologues chaldéens déterminaient le signe de naissance à partir de la position de la Lune. Voilà, tout simplement. Mm. Et en fait, toutes les caractéristiques euh, astrales hein, que l'on a pu déterminer dans l'Antiquité se basaient sur les positions relatives aux étoiles. Donc voilà, Mm. c'est par rapport à cela que tout a été déterminé. Oui, et puis alors, il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que au commencement, l'astrologie n'était pas utilisée pour faire des horoscopes individuels. Non, On non, non. utilisait l'astrologie pour la vie quotidienne, pour dans l'agriculture, enfin, Exactement, tout à fait. Tout à fait. C'était pour les différents phénomènes du quotidien. Et cette volonté justement de l'adapter aux hommes ne remonte qu'au 5e siècle. Donc c'est très récent. C'est 5e siècle avant Jésus-Christ, bien évidemment. Donc c'est très très récent dans l'histoire. Et le premier thème astrologique, euh, en tout cas la première carte du ciel qui nous est parvenue, a été retrouvée à Nippur, en Mésopotamie, et datée de l'an 419 avant Jésus-Christ. Alors, Et celui qui est arrivé le plus complet daté de 409 avant Jésus-Christ. est-ce que cette bascule correspond au moment où on a commencé à utiliser le soleil dans l'astrologie? Non, non, Non.
En plus, le soleil n'était même pas encore mentionné. Par contre, on donnait la date calendaire et on parlait de la phase de la Lune et on parlait de la position de la Lune, surtout. Donc, on déterminait la position surtout de l'astre lunaire. Et le soleil, dans l'interprétation, est arrivé bien plus tard. Donc, toujours dans l'époque antique, mais c'est arrivé plus tard. C'est une création, en tout cas, ça s'est plus formalisé et imposé euh, à l'époque du mithriacisme. Voilà, donc à l'époque du culte de Mithra, et puis plus tard du Sol Invictus, voilà, on a justement accordé beaucoup plus d'importance au soleil dans les interprétations. Ok. Et donc, avant que l'astrologie devienne un outil de connaissance de soi et accessible au commun des mortels, enfin, c'était les personnages connus, le roi qui avait droit à son horoscope, il consultait les astres par rapport à la gestion des guerres, enfin voilà, donc ça a vraiment été quelque chose de très très progressif. Tout à fait. Euh, Tout à fait. Et ça, c'est un point très très intéressant que vous soulevez parce que on dit toujours, enfin, certains mouvements sectaires sont toujours là à, à imposer une version de l'histoire en indiquant que ce sont les Égyptiens, à l'époque des pharaons, qui ont mis en place l'astrologie. Or, si c'était le cas, euh, des horoscopes des différents pharaons nous seraient parvenus. Figurez-vous qu'on n'a aucun horoscope jusqu'à Cléopâtre. Aucun horoscope de pharaon, de dirigeants égyptiens jusqu'à Cléopâtre. Donc, ce qui prouve que, alors, à la différence des Romains, parce que les notables romains avaient des horoscopes avec la détermination de l'ascendant, etc. Et quand vous regardez les notables et les dirigeants égyptiens jusqu'à Cléopâtre, eh bien, on constate que on n'a même pas leur date de naissance exacte, ni leur jour, ni leur année exacte pour certains. Donc, ce qui prouve que ils n'avaient absolument pas accès à la connaissance astrologique, donc durant l'époque pharaonique, et que l'astrologie était un fait strictement mésopotamien, qui s'est ensuite transmis aux Grecs séleucides, donc de la partie syrienne, voilà, et qui s'est ensuite étendu vers la région de l'actuelle Turquie et comment de l'île de Rhodes, et avant justement de gagner l'Italie et la Rome antique, tout simplement. Et ensuite, elle a été introduite en Égypte du temps de l'Empire romain qui dominait l'Égypte. Mais avant cela, il n'y avait absolument pas d'horoscopie à l'époque pharaonique. En tout cas, nous n'avons aucun témoignage, ni sur pierre, ni sur papyrus. Et ça, c'est important de le signaler. Et donc, à l'époque de Ptolémée, on va dire que les deux zodiaques se chevauchaient, donc ce qu'on appelle le zodiaque saisonnier et le zodiaque sidéral, ce qui a conduit justement à légitimer l'usage du zodiaque saisonnier, mais aussi à induire en erreur bon nombre de personnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le, le 3e siècle avant Jésus-Christ, les astrologues chaldéens avaient déterminé, enfin, chaldéo-séleucides avait déterminé l'étoile Alricha, donc qui est la patte du bélier, intersectant la corde des poissons. On la voit encore dessinée comme telle sur les sphères armillaires de l'Antiquité. Et c'est à partir de là, en fait, qu'ils ont déterminé la première étoile, en fait, du bélier à 8 degrés bélier. Et tous les systèmes
en fait de calcul horoscopique ont été basés sur cette étoile comme point de départ. Donc on peut le déterminer à peu près sur 5 siècles. Donc on a utilisé ce référentiel, cet étalonnage d'une étoile pour calculer, pour déterminer les différentes positions astrales. Avant, c'était l'axe Aldébaran-Antares. Chaque étoile était respectivement positionnée à 15 degrés donc du Taureau et pour Antares 15 degrés du Scorpion, et ça permettait de déterminer en fait l'ensemble du zodiaque. Ok. Voilà. Ça, c'est les Avant, premiers outils. avant de continuer, j'aimerais quand même poser un petit peu cette histoire de zodiaque, parce qu'il faut bien comprendre que des constellations, en fait, il y en a plein, mais que les constellations utilisées en astrologie sont au nombre de 12, et ce sont elles qui sont traversées par la trajectoire apparente du Soleil qui est visible à partir Oui, du point là où on se oui, trouve tout sur à la fait. Terre. Et donc, du coup, il y a une espèce de bagarre Tout à aussi fait. autour de, mais en fait, il y a 13 constellations qui sont traversées, qui y aurait donc une 13e constellation qu'on appelle la constellation du Serpentaire, mais qui finalement, comme on s'appuie aussi sur les étoiles, c'est-à-dire que les constellations qui sont prises en considération, ce sont celles qui ont une étoile proche de cette trajectoire du Soleil. Exactement. Voilà. Donc, Exactement. En tout cas, leur étoile principale se trouve très proche de la bande zodiacale. Pourquoi justement Ophiuchus, le Serpentaire, n'a pas été pris en considération? C'est parce que son étoile principale, Rasalaig, se trouve à 27 degrés au nord de la ligne de l'écliptique. Voilà, tout simplement. il y a Alors que Antares du Scorpion, l'étoile se trouve à 4 degrés à peu près au sud de la ligne de l'écliptique, donc du parcours apparent du Soleil ou de la Lune. La Lune, d'ailleurs, parfois se trouve en conjonction avec Antares. Mais à ce niveau-là, si on s'était amusé à dire, voilà, il y a une 13e constellation, on aurait pu parler d'une 14e constellation, parce que vous avez aussi la constellation de la baleine, Cétus, qui se trouve également transitée par la Lune. Hmm. Donc la Lune parcourt aussi une partie de la baleine en fonction de ses cycles. Et c'est pareil pour Orion. On aurait pu rajouter aussi une 15e constellation parce que la Lune traverse aussi une partie d'Orion. Voilà. Donc c'est l'objectif, évidemment, vous comprenez, il y a un objectif occulte de rajouter une 13e constellation et en plus un serpent, donc ça tombe très bien. Voilà, donc ça arrange les affaires de certaines sectes, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors qu'en réalité, non, il y a 12 constellations comme 12 lunaisons annuelles et aussi comme 12 demeures joviennes, puisque Jupiter parcourt son cycle en 12 ans, Ce qu'il faut tout bien simplement. préciser, c'est que l'astrologie, l'art de l'astrologie n'est pas l'art de l'astronomie, puisque l'art de l'astronomie est une science avec, comment dire, une recherche de comprendre le réel, hein, de comprendre les faits qui se passent dans le ciel, alors que l'astrologie, c'est plutôt un art symbolique, une approche symbolique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 12 constellations, elles s'arrêtent pas à des endroits précis, hein, elles sont un peu enchevêtrées, je dirais. Tout à fait, Et que, oui. Oui. et que donc du coup c'est à partir d'une étude quand même de plusieurs siècles, de plusieurs millénaires, qu'il y a un système symbolique qui a été fondé donc Tout à sur fait. les cycles de Jupiter, sur les cycles de la Lune, et que ce Mhm. chiffre 12, enfin, il y a plein de chiffres sacrés qui rentrent Mhm. en ligne de compte dans l'interprétation du zodiaque et la mise en place de cette forme symbolique, hein, qui a été donc expérimentée pendant des millénaires, et ce qui fait que le zodiaque sidéral n'est pas tout à fait le même que le zodiaque astronomique, mais c'est un système symbolique, donc il ne faut pas confondre les deux. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que lorsque les gens se basent sur Ptolémée, c'est son ouvrage L'Almageste, dans lequel justement il parle de décalage abusif. Donc entre les signes et les constellations. Donc c'est la partie astronomique, c'est pas la partie astrologique.
On est bien Oui, voilà. d'accord. C'est-à-dire que les Et en signes ne fait, sont pas voilà, des constellations. c'est au bout de plusieurs années que j'ai eu justement la réponse en découvrant en fait que les responsables de l'usage du zodiaque tropical à travers comment le monde à la fois musulman, chrétien et israélite étaient en fait des Khorassanis. Voilà, les responsables étaient des astronomes du Khorassan qui avaient vraiment pour objectif de déterminer le point de départ du zodiaque au moment du Nowruz, c'est-à-dire le nouvel an iranien, donc correspondant au premier jour du printemps, au jour de l'équinoxe de printemps. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un calendrier zodiacal qui n'avait plus du tout aucun lien avec le zodiaque réel. Et donc, le problème dans cette histoire, c'est qu'ils ont utilisé ce calendrier pour monter des horoscopes. En fait, si j'ai bien compris, pendant très longtemps, il n'y avait pas de début ou de fin au niveau du zodiaque. Alors, il y en a toujours eu parce que Oui. l'objectif, justement, c'était le corps astral, c'est-à-dire qu'on a voulu déterminer les points du corps, c'est-à-dire le 0 degré bélier, entre guillemets, c'est le sommet du crâne, jusqu'à la voûte plantaire, 359 degrés, 59, voilà, du zodiaque au niveau des poissons. Voilà, donc ça, c'était l'objectif. Et on a déterminé, effectivement, en fonction de cet aspect du corps astral. Donc, il fallait vraiment bien déterminer le point zéro. D'accord. Donc ça a toujours été un objectif. Et les premiers à l'avoir réalisé, donc avec justesse, c'était bien évidemment euh, les peuples savants de Mésopotamie. Donc les Babyloniens, euh, les Assyriens, etc., qui avaient justement déterminé le point de départ du zodiaque. En fixant justement de manière astucieuse l'étoile Aldébaran, donc à 15 degrés taureau, pour déterminer le point de départ du zodiaque 45 degrés en amont. Voilà, tout simplement. Et donc à partir de là, il savait que le point de départ du zodiaque était 45 degrés en amont et que on avait justement notre zodiaque, on pouvait calculer et déterminer les différentes influences à partir de ce point. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui étaient assez attachées justement à leur calendrier, donc au 9e siècle, plus précisément entre l'an 829 et l'an 830, ont décidé de d'adapter, on va dire, comment d'imposer l'usage du calendrier zodiacal pour réaliser des horoscopes. Et là, c'est devenu un non-sens. Parce que jusque à la fin des années de 820, à la fin de la décennie 820, on utilisait encore le zodiaque sidéral. C'est-à-dire que les astrologues de l'époque, donc les astrologues persans, constataient qu'il y avait un décalage vraiment trop grand entre les éphémérides qu'on mettait à jour et la réalité céleste. Donc, ils préféraient s'appuyer sur les vieilles éphémérides pour pouvoir déterminer leurs calculs horoscopiques. Et pendant le règne du calife Al-Mamoun, qui avait des ascendances khorassaniennes, eh bien, il en a été autrement, puisque les astronomes qui gravitaient autour de lui ont décidé d'imposer la croyance, leur croyance, pour déterminer les horoscopes à partir du point vernal boréal, sans se préoccuper des étoiles. Et quand on Oui, regarde, lorsqu'on lit le plus éminent astrologue de l'époque, qui s'appelait Abou Machar, eh bien, on constate qu'il était presque incapable de nommer une étoile, vous voyez, et de déterminer les degrés exacts des étoiles. Donc, c'était vraiment un très très mauvais astrologue. Et c'est lui qui a servi de référence, quand même, hein, aux astrologues européens durant le Moyen Âge et la Renaissance. ok.
Alors, je pense que c'est vraiment important là d'aborder le point vernal pour expliquer en fait cette différence qui s'est mise en place avec et qui a fait vraiment la grande différence entre le zodiaque sidéral qui prend en compte le mouvement de l'univers Mhm. et le zodiaque tropical qui va juste prendre en compte les saisons et qui ne prend pas en compte le mouvement de l'univers en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et ce point vernal, justement, se décale. Voilà. Donc, qu'est-ce Donc, que le point au vernal cours des déjà? siècles. Voilà, qu'est-ce que le Alors, point vernal? on va faire un partage d'écran, si c'est possible. Je vais Ouais. essayer. Donc, on voit, donc l'équinoxe de printemps est devenu, dès l'an 830, le point de départ du zodiaque fictif. Donc, les astronomes khorassaniens de Bagdad décidèrent d'utiliser le zodiaque calendaire fictif débutant au Nourouz pour réaliser des horoscopes, ce qui est bien évidemment un non-sens. Et là, donc, vous voyez qu'en l'an 221, donc, l'équinoxe de printemps se produisait donc euh, à cheval entre le début du Bélier et la fin des Poissons. Sauf que à partir de, au cours des siècles, ce point vernal se décale en moyenne de 1 degré tous les 72 ans de manière rétrograde. Je veux vraiment qu'on puisse préciser ce qu'est le point vernal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un point, Alors, ah oui, le point vernal, eh bien en oui, fait c'est l'équinoxe de printemps. d'accord, mais c'est le point qui vient préciser l'intersection. Entre le point du lever du soleil au moment du printemps et la ligne de l'écliptique. Voilà, tout simplement. Et en fait, ce décalage se fait progressivement de 1 degré tous les 72 ans de manière rétrograde. Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Et en fait, le phénomène de précession des équinoxes fait que le soleil, peu à peu, justement, de manière apparente, se décale en arrière. Eh bien, le problème, c'est que en l'an 830, vous voyez, donc le Soleil se trouvait ici, donc c'est-à-dire qu'il se trouvait déjà bien entamé au niveau de la constellation des Poissons. Et aujourd'hui, donc en 2024-2025, le Soleil se trouve au niveau justement du début des Poissons. Et nous ne sommes pas évidemment encore entrés dans l'ère du Verseau, contrairement à ce que disent certains. Oui, Hein. Voilà, donc l'ère du Verseau ne débutera que dans plusieurs siècles. oui, Et c'est à partir de là, en fait, à partir de ce lever du soleil au moment de l'équinoxe de printemps, que l'on détermine l'ère astronomique ou astrologique que l'on vit. Donc, on vit toujours, donc, en ce moment, l'ère des poissons, et dans plusieurs siècles, on commencera à dire qu'on est entré dans l'ère du Verseau. Mais là, pour le moment, on n'est pas encore dans cette situation. donc les airs, ce sont des grands cycles, hein, parce que en fait, les petits cycles sont inclus dans des grands cycles qui sont eux-mêmes inscrits encore dans des plus grands cycles. Et donc, une ère dure à Oui, peu près 2600 ans. Et ça va oui, dans le sens inverse, hein, c'est-à-dire que on était dans l'ère du bélier, on est passé dans l'ère du poisson, et d'ici à peu près 400 ou 600 ans, on va entrer dans l'ère du verseau. Et tout à donc là, on fait. est vraiment à la fin de l'ère des poissons, ce qui fait qu'il y a aussi Oui, plein de choses qui s'accélèrent et qui sont en train de muter, mais on est toujours dans l'ère des poissons. Et on va entrer dans l'ère des Verseaux. Donc, il y a des choses qui prennent fin, il y a des choses qui se préparent, mais on n'est pas encore dans l'ère du Verseau. non, Euh, non. Et moi, c'est ce que je dis, justement, cette notion d'ère n'a pas de sens parce que elle correspond à une ère boréale. Voilà, parce que là, on parle d'un équinoxe de printemps boréal, parce que dans l'hémisphère sud, ce qu'ils sont en train de vivre en ce moment, c'est l'ère de la Vierge. Nous, on vit l'ère des poissons dans l'hémisphère nord, et eux vivent l'ère de la Vierge dans l'hémisphère sud. C'est expliquer vraiment un concept platiste, le concept d'ère. En fait, les effets concrets de cela sur notre thème astrologique fait qu'aujourd'hui, il y a un décalage, en fait, à peu près de 25 degrés entre Mhm. le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral, c'est-à-dire presque un Tout à signe en fait. plus.
Oui, oui. Il y a un signe entier qui se trouve décalé. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, vous avez des étoiles hein, qui se retrouvent dans le signe suivant. Par exemple, Régulus, qui est l'étoile principale du lion, se retrouve en Vierge. Il y a une Par incohérence en exemple. fait. Oui, tout à fait, oui. Et vous avez même le signe du Cancer, qui est strictement composé que d'étoiles des Gémeaux. Voilà, donc le faux signe, hein, le faux signe du Cancer. Avec le zodiaque tropical, il est constitué uniquement que d'étoiles des Gémeaux. Il n'y a pas une seule étoile du Cancer dans le faux signe du Cancer. Donc en fait, à l'époque de Ptolémée, le point vernal correspondait et se trouvait exactement au même niveau que l'équinoxe À peu du près, oui, à printemps. peu près, ça se jouait, oui, à 1 ou 2 degrés maximum. Voilà. Voilà, oui, c'est ça, à peine 1 degré et demi, oui. Ce qui fait qu'en en fait, au départ, les deux zodiaques correspondaient et petit à petit, il y a eu de nouveau ce décalage parce que forcément, il y était déjà avant, mais là, ça correspondait et que petit à petit, donc, les deux zodiaques se sont décalés. Le zodiaque tropical étant donc fondé sur les saisons. Et comme il est Mhm. fondé sur les saisons, bah forcément, il n'est pas universel. Parce que lorsque ici, nous, en France, c'est l'été, et eh bien de l'autre côté de la planète, c'est l'hiver. Donc, il y a des gens qui se retrouvent nés en plein hiver sous le signe du cancer et on leur dit qu'ils sont nés sous un signe d'été. Oui, oui. Et c'est complètement incohérent, en fait. Alors que le Bien sûr, zodiaque mais la cohérence est le propre des saisonnologues, hein, des faux astrologues. Ptolémée, qui a quand même des descriptifs sidéralistes, hein, puisqu'il décrit certaines zones de signes avec les étoiles, les influences sont différentes, etc. En revanche, dès qu'il commence à vouloir parler des exaltations pour trouver des explications, euh, là, ça ne va plus. Par exemple, il va trouver justement un biais d'explication en parlant de l'exaltation de Vénus en Poisson. Donc voilà, pourquoi Vénus est en exaltation en Poisson? Parce que Vénus est humide et les Poissons, ça, c'est comment une période où justement au niveau météorologique, il pleut régulièrement lorsque le soleil se lève dans ce secteur. Voilà. Donc, il trouve cette explication. En revanche, pour l'explication pour Mars, Mars qui trouve son exaltation en Capricorne, là, il va justement trouver vraiment, ça va être de la malhonnêteté intellectuelle, puisqu'il va nous dire que Mars trouve justement son intérêt dans ce signe parce que c'est le signe qui se trouve culminant, etc. Sauf que quand on regarde le descriptif de Mars par Ptolémée, on voit que Mars est une planète dite ardente, associée au feu, etc. Et donc c'est pour ça qu'elle trouverait son exaltation en Capricorne. Et quand on regarde la description des maîtrises de chaque signe, il nous explique que Saturne maîtrise le Capricorne parce que c'est une planète froide et que c'est un signe d'hiver. Donc, à la fois, vous avez Mars qui est en exaltation, donc en pleine puissance, dans le Capricorne, qui est soi-disant un signe hivernal, alors que Mars, il le dit lui-même, est une planète ardente, associée à la fougue et à la chaleur. Et d'un autre côté, eh bien, il la met dans le signe du Capricorne, associé au froid et à l'hiver. Donc, c'est totalement incohérent. Et cette incohérence, on la voit toujours chez les saisonnologues parce que leur zodiaque est totalement fallacieux. C'est un zodiaque calendaire, Hmm. naurousien, parce qu'on peut l'appeler le zodiaque naurousien parce que il se trouve associé au nouvel an persan, voilà, qui est en usage chez les Iraniens et chez les Afghans. Donc vous, en fait, Patrice, vous situez le début de la pratique de l'astrologie tropicale vers 900, 9e siècle, 9e voilà, siècle. alors que beaucoup de sidéralistes la placent plutôt à partir de Ptolémée. Oui, oui, à partir du 2e siècle. Voilà. Mais ils n'ont absolument pas étudié les horoscopes
de cette époque. Moi, j'ai étudié tous les horoscopes de cette époque qui nous sont parvenus. Donc les travaux, comment Francesca Rochberg, de comment les travaux de Pingré, David Pingré, les travaux aussi d'Otto Neugebauer. Donc j'ai travaillé justement sur tous ces historiens des mathématiques et aussi sur les travaux d'Abraham Sachs, qui a été le premier à déterminer le premier horoscope de l'histoire, donc Mm. réalisé à partir du zodiaque sidéral. Je montre là, c'est le tome 1, Histoire secrète de Et l'astrologie. Donc j'ai également le tome 2, mais voilà, c'est dans ce tome, voilà, dans le tome 2, où vous avez toutes les preuves mathématiques de l'usage du zodiaque sidéral jusque ouais. la décennie 820 de Alors, c'est un notre ère. travail de Voilà. dingue hein, que vous avez fait parce que c'est quand même c'est assez ardu quand même comme lecture parce que c'est extrêmement c'est pointu, c'est très très pointu, mais vous avez fait un travail de recherche absolument fantastique en fait, et c'est vraiment très très intéressant pour les passionnés d'astrologie. Si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'histoire de l'astrologie, je conseille ces lectures. Et on mettra le lien sous la vidéo hein, pour pouvoir se les procurer, mais je crois on peut l'avoir sur les librairies en ligne. Oui, oui, et même si vous souhaitez les commander auprès d'un vrai libraire matériel, vous pouvez le faire à la demande. Voilà, Il n'y a aucun voilà. problème. Ok. Donc, alors, pour en revenir à ce décalage et aux conséquences très concrètes sur l'analyse des thèmes, en tropical, je suis née sous le signe de la balance, alors qu'en fait, j'ai un soleil vierge, mais qui me colle mais beaucoup plus à la peau et qui vient expliquer, parce que alors moi, comme je le disais au début de l'émission, vraiment, cette astrologie sidérale m'a sidérée. Et en fait, j'ai pu m'apercevoir que on pouvait retrouver effectivement des interprétations similaires, mais qui n'étaient pas expliquées par les mêmes aspects. Mais surtout, ça m'a ouvert des portes, quoi. Hein. Par exemple, par rapport à l'axe du dragon, qui se retrouve ni dans les mêmes signes, ni dans les mêmes maisons. Et moi, en fait, ça faisait 1 ou 2 ans où je me cognais contre mon thème. J'arrivais pas. Il y avait des choses que je comprenais pas, qui me parlaient pas. Ma lune en Sagittaire, je veux dire, j'ai une lune Scorpion. Ah, bah oui, alors là, ça m'a parlé. Hein. Et en fait, je me cognais. Et dans un premier temps, je suis allée chercher dans les systèmes de domification parce qu'il y en a énormément. Et puis un jour, je tombe sur votre vidéo. Vous étiez passé il y a 5 ans en arrière sur les sentiers du réel, 1 heure et demie Tout à fait, ouais. d'émission. Et là, waouh! Et donc, bah, je suis allée chercher, et là, ça m'a mais ouvert vraiment un nouveau monde. Et puis surtout, des choses qui sont vraiment ancrées, parce que moi, je me passionne pour comprendre les origines des choses. Parce que l'origine des choses, je trouve qu'elle explique beaucoup de choses. Et là, d'un seul coup, tout devenait fluide, tout devenait clair, tout devenait limpide. Et donc, voilà, ça a vraiment bouleversé ma pratique de l'astrologie. Mais vous donnez des exemples flagrants. Tout à l'heure, vous parliez du roi Soleil, mais je crois qu'il y a aussi Adolf Hitler. En fait, au niveau des tropicalistes, moi, j'ai trouvé pas mal d'interprétations de personnes qui disent que finalement, Hitler aurait raté sa vocation d'artiste à cause de cette conjonction Soleil-Vénus en taureau, alors qu'en fait, il est né dans le signe du bélier, ce qui explique clairement bah, son destin, sa Tout vie. à fait. Tout à fait. Et on peut justement là faire un partage d'écran sur. Donc on voit un peu les différents natifs du Bélier, hein, donc parmi les plus connus. Donc nous avions Adolf Hitler, nous avions Lénine. Donc c'est quand même pas rien. La révolution bolchevique. Nous avions également Oppenheimer, hein, donc le père officiel de la première bombe atomique. Nous avions Saddam Hussein, Tony Blair, qui a été souvent caractérisé comme quelqu'un de va-t-en-guerre, donc notamment avec la guerre en ex-Yougoslavie et la guerre en Irak. Nous avions Marx, donc la lutte des classes, tout doit être résolu par la lutte, par la guerre, le conflit. Nous avions aussi Harry Truman, donc qui avait fait larguer la bombe atomique, les bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Nous avions également la figure emblématique du Che, donc de Che Guevara, qui est aussi natif
du bélier. Donc, vous voyez, ces personnages, avec le faux zodiaque, seraient taureaux. Et quand vous regardez la description du taureau, qui se trouve associé à la lenteur, à l'amour, à tout ce qui est paisible, eh bien, ça ne colle plus. Là, on a affaire à de l'explosivité, à la volonté d'être en conflit de manière permanente. Donc, ça ne correspond plus avec avec le faux zodiaque. Mais on peut, je vous dis, transposer les exemples avec tous les signes et ça fonctionnera. Hmm. Ça, c'est bien évident. Donc en fait, donc il y a 25 degrés d'écart approximativement. Donc si vous êtes né entre 0 degré et 25 degrés d'un signe, vous pouvez être quasiment certain que en fait votre soleil se trouve dans le signe d'avant. À peu près, oui, 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 tout à fait. Par contre, si vous êtes né à la fin du signe, dans les 5 derniers degrés du signe, vous pouvez rester Ouais, dans le même exactement. signe. C'est Voilà. ça. C'est ça. Donc ça fait pas beaucoup. Et puis, ben, ce point vernal va continuer à se déplacer, ce qui fait que dans un certain nombre d'années, il y aura carrément un signe complet de différence, Exactement. ce qui est énorme. Et donc, en fait, ce qu'on appelle l'astrologie tropicale ne prend pas en compte les astres. Et donc, qui dit astrologie dit astre, comme qui dit biologie dit vie. S'il n'y a pas d'astre, il n'y Oui, a pas oui. d'astrologie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biologie. Hein. Alors, ils prennent en compte les astres, en fait, les planètes, par rapport à des mois zodiacaux. Ce sont des mois zodiacaux calculés en fonction des saisons, déterminés à partir de l'équinoxe de printemps de l'hémisphère nord. Donc, en fait, eux, ils se basent sur un calendrier, juste un calendrier des saisons, qui n'a absolument rien à voir avec de l'astrologie. Donc, ce qu'ils pratiquent, c'est de la calendriologie. Uniquement. Voilà. On peut l'appeler saisonnologie, parce que c'est par rapport aux saisons, mais sinon, c'est que de la calendriologie. C'est-à-dire, ah, vous êtes né le 22 mars, ah bien, vous faites partie du mois du bélier. Voilà. Quand Alors même, que le fond céleste, eh bien, ce sont les étoiles des poissons. La calendriologie, ça ne repose sur rien, ça ne repose que sur du fictif. On ne peut pas, par exemple, la calendriologie, ça voudrait dire que, eh bien, vous avez une personne qui serait née euh, le 1er février, donc c'est forcément une personne froide parce qu'elle est née l'hiver. Vous voyez? Donc, si la personne est née, par exemple, le jour du printemps, eh ben, ça va être une personne joyeuse, festive, etc. Et en fait, la calendriologie a hérité des descriptifs de l'astrologie. Voilà. Mais on ne peut pas l'appliquer sur un référentiel voilà, qui serait réel. Parce mm, qu'il y a tout un décalage aujourd'hui entre euh, le, comment, le, l'interprétation météorologique qui est faite des signes et la réalité céleste. Comme vous mm, l'avez dit vous-même, les personnes qui naissent dans l'hémisphère sud et qui sont nées oui, le 22 juin euh, sont nées l'hiver. Donc, par exemple, au sud de l'Argentine, mm, en Nouvelle-Zélande, elles vont avoir des caractéristiques donc soi-disant hivernales, alors que si on regarde la description de leur signe, ils sont nés au moment de l'été, dans le signe du cancer, etc. Donc ça ne correspond pas. On ne peut pas oui, donner non, mais du crédit à cette fausse astrologie parce que ce n'est pas de l'astrologie, c'est de la calendriologie, mm, c'est pour les pimpins. Voilà, faut dire la réalité en face. C'est ça, c'est les gens qui utilisent ça, c'est une arnaque totale. Voilà, et on est vraiment dans le ressort de la croyance, ça ne correspond absolument à aucune réalité céleste. Regardez, par exemple, je vous parlais de quelqu'un qui serait né joyeux parce qu'il est né au printemps. Ben, regardez, on va prendre le super exemple.
de Charles Baudelaire. Il n'y a pas plus déprimant et déprimé que Charles Baudelaire. Donc il est né le 8 ou le 9 avril. Voilà. Donc pourtant il est né au printemps, mais tout son amas astral se trouve en Poisson. Vous voyez. Donc on n'a rien du tout en faux bélier. Enfin, en faux bélier, oui, on a plein d'astres, mais je dis dans la réalité, on n'a rien en bélier. Donc on voit bien que si vous n'avez pas un fond stellaire dynamique, qui va vous impulser une énergie positive, eh ben, vous n'exprimerez pas votre énergie positive. Que vous soyez né à n'importe quelle saison. Vous pouvez avoir des gens super joyeux qui sont nés pendant l'hiver et des personnes super tristes qui sont nées au printemps ou à l'été. Ça n'a absolument rien à voir. Des gens très déprimés qui naissent en juillet, voilà, qui sont Gémeaux. Voilà, Il y a des un gens qui exemple ont flagrant. des manques de confiance en soi, qui sont soi-disant Lions et qui sont du signe du Cancer. Voilà, qui sont nés fin juillet, début août. Voilà, ça, des gens très très timides. Alors C'est que Gérard Depardieu qui est soi-disant né sous le signe du Capricorne, alors qu'en fait, il est qui est Sagittaire. Sagittaire, c'est un signe de feu, un conquérant, quelqu'un, voilà, Et puis dans tous les qui excès, hein, on connaît Depardieu exactement, dans ses exactement, excès. dans tous les domaines. Oui, Ouais. oui. Donc ça ne ment pas, ça ne ment pas. Et on peut, je vous dis, multiplier les exemples. D'ailleurs, les personnes, vous voyez, vous avez pas mal de chanteurs qui sont assez, qui étaient assez punchy, dynamiques, qui sont nés avec le soleil dans le vrai signe du Sagittaire et le faux signe du Capricorne, soi-disant le signe froid, etc. de l'hiver. Vous avez quand même Elvis Presley, vous avez Annie Lennox, vous avez Armin van Buuren, le plus grand DJ du monde, qui mixe partout à travers le monde. Voilà, donc ça correspond pas, hein. Plein de personnes qui sont là justement pour animer, faire bouger, faire la fête, Et qui puis ont au niveau des voix international, hein, incroyables, du talent. au niveau Pardon? international, je dis au niveau Oui, au niveau international, international, oui. qui correspond bien au Sagittaire, qui est un voyageur, qui Bien explose les sûr. frontières, voilà. Tout à fait. Ouais. Exactement, exactement. Oui, parce que justement, Armin van Buuren, c'est un des meilleurs exemples parce que lui, il voyage à travers le monde, il mixe à travers le monde et il n'y a pas un coin du monde où il a pas mixé. Voilà, donc vous voyez toute la fausseté en fait du faux zodiaque. Alors, alors moi, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est l'idée que ces derniers 2000 ans, je dirais, dans l'approche astrologique, les tropicalistes ont figé l'univers. Oui. Et en fait, quand on voit comment les structures, les institutions se sont figées aussi, comment notre monde s'est figé, je trouve ça quand même assez intéressant et que on est actuellement dans une ère où les secrets sont dévoilés, que ce soit les pires secrets ou les plus merveilleux secrets comme la sagesse, toutes les sagesses ancestrales qui se révèlent, voilà. Eh bien, je trouve que c'est vraiment intéressant et qu'il est urgent aussi que cette véritable histoire de l'astrologie soit mise à disposition du grand public. C'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'en parler. J'aime découvrir les vérités qui sont universelles et puis surtout poser les mots justes sur la réalité parce que je crois qu'on est suffisamment dans la confusion, je crois on vit suffisamment dans les mensonges pour qu'à un moment donné, clarifier la réalité. Hein, Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, celui qui continue justement à utiliser le faux zodiaque n'a plus d'excuses. Voilà, nous, à notre époque, je vous dis, moi j'ai découvert le livre de Jacques Dorsan dans une boutique où l'on trouvait des vieux livres déstockés, voilà, des invendus, des, des ouvrages qui finalement soit avaient été victimes de la censure ou n'avaient pas suscité l'intérêt du public parce qu'ils n'allaient pas dans le sens euh, de, de ce que les gens voulaient lire et voulaient savoir. la religion et la mythologie seraient issues de l'astrologie, enfin de l'étude en tous les cas, de l'observation du ciel, parce que l'être humain cherchant
à donner forme humaine à toutes ces choses mystérieuses qu'ils voyaient bouger dans le ciel, en fait, à commencer par définir les planètes comme étant les demeures des dieux. Et je trouvais Tout à ça fait. super intéressant parce qu'en fait, on a souvent l'impression, enfin, une majeure partie d'individus sur Terre auraient tendance à placer l'astrologie comme quelque chose de complètement ésotérique, voire barré, enfin, dans les arts divinatoires, enfin, des choses qui, tout comme l'intuition est vraiment quelque chose qui est assez rejeté par notre culture, en fait, aujourd'hui. Bah, en fait, si l'astrologie est à la base des religions et de la mythologie, ça remet vraiment les choses dans une autre perspective. Et en fait, l'astrologie, tout comme l'astronomie d'ailleurs, hein, l'étude de l'univers dans lequel on vit, ben, fait partie de l'histoire de l'humanité, ça fait partie de nos fondations. Tout à fait. Et ça, je trouve que c'est important aussi de le transmettre, de le dire. Ah oui, toutes les croyances, tous les systèmes de croyances, de toute façon, sont hérités des interrogations, pardon, que les hommes se sont faits par rapport au ciel et à leur propre existence, tout simplement. Donc, en observant les différents phénomènes, les alignements planétaires et les conséquences qu'ils vivaient sur Terre, ils se sont forcément peu à peu posé des questions, savoir pourquoi justement ces sphères, lorsqu'elles s'alignaient à tel ou tel endroit, avaient un impact particulier sur l'existence humaine. Donc c'est à travers les âges, les millénaires, que les hommes justement ont commencé à codifier et à formaliser un peu ce qui est devenu par la suite l'astrologie telle que l'on connaît, telle qu'on la connaît. Pardon. Et donc, on a toujours effectivement voulu identifier des formes célestes avec les éléments de la faune, voilà, qui nous étaient familières. Donc par exemple, le taureau sur le zodiaque d'Isturit Soxoselaya est représenté en fait par deux reines. Voilà. Donc parce qu'à cette époque, eh bien, les hommes voyaient plus de reines que de taureaux. Et par la suite, à Lascaux, eh ben, on a représenté la constellation du taureau. Donc c'est la première représentation que l'on connaisse du taureau, c'est l'auroch, voilà, préhistorique, qui est dessiné sur sur la paroi de Lascaux. Et c'est cette figure en fait de la faune locale qui a ensuite été perpétuée à travers les âges dans la plupart des cultures pour déterminer le secteur céleste que l'on appelle aujourd'hui le taureau. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé très intéressant que vous m'avez partagé avant qu'on démarre l'enregistrement, c'est le fait qu'au IXe siècle, quand il y a eu cette bascule dans l'utilisation du zodiaque tropical, il y avait un espèce d'engouement pour les mathématiques Tout à fait. et donc pour la culture arabe qui est Persane, persane. Parce qu'en fait, les grands savants, c'était des Persans. Hein, donc, ils étaient tous originaires d'Iran, d'Afghanistan, de l'actuel Tadjikistan, un peu du sud de l'Ouzbékistan. Voilà, donc c'est vraiment toute cette zone du nord-est, de l'Iran, qui était vraiment et de l'Irak, qui était la plus dynamique, pardon, en matière de mathématiques. et donc cet engouement a permis finalement que, comme il y avait une reconnaissance de leur savoir en matière de mathématiques, il y a eu donc naturellement une reconnaissance avec cet apport de Oui, l'astrologie tout tropicale. à fait. Tout Mm. à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, en raison d'un affaiblissement culturel, scientifique du monde chrétien, eh bien, ça a permis une plus grande perméabilité et un accès plus facile, justement, à, on va dire, convertir entre guillemets les chrétiens à la vision entre guillemets astrologique des Persans. Et ils se sont convertis de manière tout à fait naturelle aux préceptes norousiens, on va dire, de leur astrologie.
Et d'ailleurs, quand vous allez visiter la cathédrale de Strasbourg, vous avez à l'intérieur une horloge astronomique qui est calquée sur le zodiaque saisonnier. Donc on a un zodiaque calendaire qui est hérité, dont le système mathématique est directement hérité euh, des Persans du monde musulman d'époque antique. Voilà. Bon, bien qu'il ait été fabriqué durant la Renaissance, en tout cas, le système mathématique s'appuie justement sur la vision norousienne du zodiaque des Persans. Donc, c'est ce qui est quand même paradoxal, c'est-à-dire que euh, les personnes qui sont censées aller dans les cathédrales ou les églises pour se connecter au ciel, eh bien, voient à l'intérieur de ces édifices un ciel faussé. Alors qu'en sortant, eh bien, ils ont la possibilité de vérifier par eux-mêmes que ce qu'ils ont vu à l'intérieur ne correspondait pas à la réalité céleste. C'est tout un programme. Oui, c'est un problème. Eh bien, Patrice, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait un petit moment qu'on cause là déjà. Je vous remercie beaucoup pour tous ces apports. Voilà, ben, au plaisir de vous recevoir pour une prochaine émission, peut-être. Je vais vous proposer un petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure? Bien, pour conclure, j'ai réalisé un site spécialement dédié à tous ceux qui veulent se réinformer, voilà, qui s'appelle l'horoscope sidéral. Donc, vous avez sur ce site donc l'horoscope-sidéral.patrice-bourriche.com. Vous pouvez trouver donc sur ce site les explications permettant d'expliquer pourquoi votre signe astrologique natal n'est peut-être pas celui que vous croyez. Donc vous avez une très longue explication à ce sujet. Et vous avez en dessous les vraies dates des 12 signes astrologiques où vous pouvez justement retrouver vos véritables étoiles de naissance en cliquant sur chaque signe. Donc pour le bélier, par exemple, on va regarder. Voilà, donc si vous pensiez être finalement taureau, ben, vous risquez de découvrir que vous étiez bélier. Par exemple, si vous êtes né le 23 avril, eh ben, vous êtes né sous l'étoile Mésartime du bélier. Le 24 avril, sous l'étoile Shératan du bélier, et ainsi de suite. Donc vous voyez, le 12 mai, sous l'étoile Boteigne du bélier, etc., etc. Donc, c'est toujours intéressant, vous voyez, de pouvoir enfin matérialiser, entre guillemets, sa propre étoile. Donc probablement le plus intéressant, ce sont pour ceux qui s'imaginent être du signe du cancer, puisque là, ils vont pouvoir découvrir qu'ils sont plutôt Gémeaux. Donc vous voyez, la première étoile des Gémeaux commence le 25 juin. Vous avez donc les fameux étoiles Castor, donc le 13 juillet, et Pollux le 16 juillet, voilà, des Gémeaux. Donc à chaque fois, vous pouvez les identifier, vous pouvez le voir par vous-même, sous quelle étoile vous êtes réellement né, ce qui correspond absolument pas à ce que l'on vous dit dans les horoscopes, évidemment imposés par les médias qui souhaitent évidemment vous imposer, comme d'habitude, des fake news. Et ensuite se faire passer pour les victimes en disant que ce sont les autres qui disent des mensonges. Mais allez-y, venez démentir tout ce qui se trouve sur ce site. On vous attend avec impatience. Et c'est pour ça que quand les journalistes veulent m'interviewer, au bout d'un certain temps, évidemment, ils ne reviennent pas parce que ils mettraient en cause le système qui impose la fausseté céleste. Donc c'est très très important que tout le monde puisse enfin avoir accès à son vrai ciel. Voilà. Donc l'horoscope sidéral, c'est accessible à tous. Et donc il n'y a plus du tout d'excuses pour ne pas justement se réinformer correctement et avoir accès à la réalité céleste. Merci beaucoup, Patrice. Mais de rien. Et donc, bah, peut-être à une prochaine fois, on verra ce que le ciel nous prépare. Parfaitement. Au revoir à tous et à très bientôt. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec Patrick Anselme.
Voilà.